Les entretiens de l'espace éthique, Île-de-France. Je suis le docteur Audrey Gabel, je suis neurologue et je suis également enseignant-chercheur à la faculté de Montpellier 1. Je suis donc responsable du Centre Mémoire Ressources Recherche à Montpellier et donc je fais beaucoup de consultations mémoire et j'interviens également dans la recherche et en particulier la recherche clinique et cette recherche translationnelle pour vraiment travailler avec des chercheurs, collaborer avec d'autres chercheurs. Et ma thématique principale, c'est les marqueurs clinico-biologiques. Donc essayer de mieux comprendre en fait les mécanismes de la maladie pour mieux la prendre en charge d'un point de vue clinique, mieux la prendre en charge d'un point de vue, on va dire, nouveau traitement ou traitement innovant. Et puis surtout, vraiment partager en fait ces connaissances et que ce soit plus facile ou plus rapide cet accès entre la recherche de la paillasse jusqu'à la recherche vraiment clinique et qui est une amélioration, une rapidité toutefois bien sûr structurée et puis validée, mais en tout cas qui est vraiment cette chronologie et cet accès plus simple pour nos patients de la recherche qui est fondamentale, de la recherche clinique et de cette accessibilité de la recherche pour les patients et leurs familles. Du coup, dans cette thématique des biomarqueurs, alors la maladie a considérablement évolué depuis ces dernières années. En fait, dans les années 80-85, on avait encore des anciens critères qui étaient des critères basés essentiellement sur l'exclusion des autres maladies. Donc, quand on avait des troubles de la mémoire ou des troubles du comportement, des troubles du langage, pour faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou des syndromes apparentés, il fallait exclure les autres diagnostics. Donc, montrer que vous n'aviez pas d'accident vasculaire, qu'il n'y avait pas de syphilis, qu'il n'y avait pas de carence dans telle et telle vitamine, qu'il n'y avait pas de tumeur cérébrale. Mais on n'avait pas de marqueurs, on n'avait pas de diagnostic, en fait, des lésions du cerveau qui se passaient dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, qui survenaient dans ce cadre précis. Et on ne pouvait pas diagnostiquer, en fait, du vivant du patient une maladie d'Alzheimer, puisque les critères diagnostiques étaient basés sur ce qu'avait énoncé Elois Alzheimer, qui était à la fois psychiatre et neuropathologiste. Et donc, tous les critères de la maladie d'Alzheimer étaient basés sur les lésions neuropathologiques de la maladie, avec donc les dépôts de protéines amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires avec cette protéine Tau. Et donc, ça fait plus d'une centaine d'années maintenant, mais on ne fait que sortir progressivement de ces critères physiopathologiques, de ces critères anatomopathologiques, pour avoir des critères plus cliniques et des critères plus biologiques, en fait, dans le sens du vivant. C'est-à-dire être en capacité de diagnostiquer une maladie d'Alzheimer, en tout cas de diagnostiquer des lésions de maladie d'Alzheimer, du vivant du patient. Et bien sûr, en tant que clinicien, c'est une évidence qu'il faut avoir un diagnostic avant que le patient soit sur la table d'autopsie, ce qui, bien sûr, d'un point de vue clinique, est beaucoup moins attrayant pour nous, pour soigner et pour donc prendre en charge le patient. Ça a été une révolution de pouvoir utiliser des marqueurs du vivant du patient, des marqueurs qui, en fait, sont différents, qui soit reprennent des marqueurs d'imagerie. Donc, on voit l'atrophie au niveau du cerveau, on voit telle zone qui souffre, on voit telle zone qui fonctionne moins, qui est hypoperfusée ou qui est en hypométabolisme. Et puis, on a aussi un accès plus biologique avec un reflet de ce qui se passe dans le cerveau et en particulier avec des lésions de protéines. Et on voit en fait dans le liquide céphalorachidien qui reflète ce qui se passe dans le cerveau, qui se récupère par une ponction lombaire. On voit dans ce liquide les modifications des protéines et donc le reflet de la plaque sénile et des dégénérescences neurofibrillaires. Alors grâce à ces avancées, en 2007 puis 2011, on a intégré ces nouveaux critères, intégré ces nouveaux biomarqueurs dans les nouveaux critères de la maladie et donc dans les nouveaux critères diagnostiques de la maladie.
Alors, c'est vrai qu'au départ, on était vraiment très, très enthousiastes puisque c'était une révolution. Ça avait été, en fait, c'est une révolution qui, grâce à la révolution de la biologie, grâce à la révolution des techniques d'imagerie, a permis d'avoir un accès, en fait, à une espèce d'infiniment petit, c'est-à-dire de ce qui se passe au niveau de la cellule, de ce qui se passe au niveau moléculaire, et finalement de reprendre la clinique du patient et puis de pouvoir avoir un effet un peu microscopique, de pouvoir voir, refocaliser sur les lésions et dire ce que vous présentez cliniquement, c'est dû aux lésions et donc on a une validité diagnostique, on peut, on peut vous dire vous avez telle et telle maladie. Au départ, ces critères, ils avaient été, dans la littérature, c'était des critères de recherche. C'est-à-dire que dans les maladies d'Alzheimer, dans la recherche des maladies d'Alzheimer, donc pour que les protocoles pour que les patients puissent être intégrés dans les protocoles, on utilisait en fait ces critères. Avec les biomarqueurs, on utilisait les biomarqueurs. Et puis progressivement, ça a tellement a eu un impact en disant on peut faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer du vivant du patient. Donc tout le monde a voulu en fait accéder à ces nouveaux critères et accéder à ces nouveaux marqueurs. Et donc ça a diffusé un peu en pratique clinique de routine. Sauf qu'initialement, ces marqueurs n'ont été validés que pour des populations de recherche clinique, donc sur des populations très homogènes, très bien caractérisées, et on avait peu de notions de comment ça pouvait être transposé dans la vraie vie, c'est-à-dire sur le patient qui vient en consultation mémoire, qui vient, quel que soit le stade de la maladie, avec son histoire, son individualité. Et donc le travail vraiment a commencé à être initié depuis 2-3 ans sur la validité de ces marqueurs en pratique clinique de routine. Et donc nous, on a monté une base de données, à la fois sur les données du liquide céphalorachidien, sur les données d'IRM, sur les données neuropsychologiques, sur les données d'imagerie plus fonctionnelle, pour voir en pratique si on pouvait utiliser ces marqueurs pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer sur des patients un peu plus tout venant, qui correspondent un peu plus à la vraie vie du clinicien de consultation mémoire. Et nos premiers travaux ont permis de vraiment mettre en évidence qu'il y avait une bonne valeur. Donc on peut discuter de quelle est la valeur, puisqu'on parle de sensibilité ou de spécificité pour faire le diagnostic. Donc dans combien de pourcentage on a raison de faire le diagnostic, ou on a tort de faire ce diagnostic en utilisant ces marqueurs, mais on obtient une excellente sensibilité-spécificité qui, avec l'expertise du laboratoire et l'expertise des cliniciens, est au-delà de 90%. Donc 90-95% pour certains laboratoires pour un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire un patient qui présente quand même des signes cliniques et avec vraiment un début de difficulté au quotidien, donc un stade, on va dire, modéré, léger à modéré de la maladie. Et donc, on était très, très motivés dans cet élément, puisque on s'est dit, c'est parfait. Ce que la recherche montre en recherche clinique, on peut l'adapter dans nos consultations mémoire, et donc on peut proposer ces biomarqueurs aux patients, on va dire, à plus large échelle. Et puis, en fait, notre expérience progressive montre que c'est un peu plus compliqué que ça, et que finalement, ça ne résout pas malheureusement tous les soucis, puisque dans certains cas, on a une excellence corrélation, enfin en tout cas tous les marqueurs vont dans le même sens, donc du coup on retrouve l'atrophie au niveau de l'IRM, on retrouve le bilan neuropsychologique et pathologique au niveau de la mémoire épisodique, on retrouve les marqueurs, donc l'amyloïde et la tau qui sont pathologiques dans le liquide céphalorachidien, et la scintigraphie qui éventuellement montre des modifications métaboliques. Et donc là on se dit c'est parfait, c'est le cas typique, et donc on est conforté dans notre diagnostic clinique. Et donc, on peut vraiment en plus affirmer le diagnostic au patient et en parler aux patients et à la famille. Et puis, dans certains cas, en fait, on retrouve des données qui sont dites conflictuelles. Et donc, on peut se poser la question aussi de comment on explique ces données conflictuelles aux patients. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, qui n'est pas du tout rare, finalement, on n'a que l'amyloïde qui est positive, et puis la tau ou la phosphoto qui ne sont pas positives, ou inversement. Ou on peut retrouver aussi, par exemple, une atrophie à l'IRM, et finalement la protéine tau qui n'est pas pathologique. Et donc, du coup,
quelle est la valeur qu'on va donner à ces marqueurs quand ils ne vont pas dans le même sens et quand ils ne répondent pas pleinement à nos questionnements. Et finalement, progressivement, on se rend compte que plus on accède à l'infiniment petit, à une sorte de capacité à voir les lésions dans le cerveau, plus qu'on voyait cliniquement de cette sorte d'hétérogénéité des maladies, finalement, puisque maintenant, on commence ça fait quelques années qu'on dit qu'il n'y a certainement pas une maladie d'Alzheimer, mais des maladies d'Alzheimer avec des présentations de mémoire, des présentations de langage, des présentations plutôt d'orientation dans le temps, dans l'espace, des présentations plutôt de comportement. Et puis même au sein de la même présentation clinique qui commence par la mémoire, il y a des gens qui déclinent très lentement et puis des gens qui déclinent beaucoup plus rapidement. Donc il y a vraiment une grande hétérogénéité, sans parler des éléments génétiques, des sujets jeunes et des sujets vraiment plus âgés avec une composante vasculaire surajoutée. Finalement, cette hétérogénéité, elle se retrouve aussi, et bon, ça pouvait être bien sûr supposé, mais on pensait que la biologie, ou en tout cas l'imagerie, allait simplifier ça et qu'on allait pouvoir classer en processus ces malades qui finalement étaient complexes, étaient hétérogènes, sur des choses qui étaient plus simples. Ils avaient une amyloïdopathie, ils avaient une taupathie, ils avaient les deux, ils avaient une synucléinopathie pour les maladies à corps de Lévy. Et donc, finalement, la complexité qu'on voit cliniquement, elle se retrouve la diversité, elle se retrouve biologiquement. Et il y a donc tout un travail qui doit se faire pour mieux comprendre, de nouveau avoir accès à d'autres mécanismes, c'est-à-dire est-ce que finalement c'est les mêmes maladies, est-ce que c'est d'autres maladies différentes. Et on a l'impression un peu de l'aspect poupée russe, c'est-à-dire que on pensait simplifier les choses en les catégorisant et finalement on retrouve la complexité de la biologie. Et donc c'est difficile finalement de faire l'universalité de ces critères ou des marqueurs biologiques sur des cas, sur des individus et sur des individus très hétérogènes par nature, parce que ça renvoie à leur identité, à leur vécu, à leur histoire aussi familiale, à leur histoire de vie, à leur environnement, à ce qu'ils ont fait comme niveau socioculturel, comme niveau socioprofessionnel, comme études, à ce qui compte, ce qui fonde leurs facteurs vasculaires, quel est leur élément nutritionnel, etc. Donc finalement, cette diversité, elle se retrouve aussi au niveau biologique. Et donc, il faut avancer sur la meilleure compréhension de ces biomarqueurs. Pour l'instant, ça reste des marqueurs qui devraient être utilisés dans des centres vraiment quand même d'expertise, qui sont en maîtrise, entre guillemets, en tout cas qui essayent d'être le plus en maîtrise possible de l'interprétation de ces marqueurs par rapport aux patients, parce que si on peut l'interpréter à l'échelle d'un groupe de patients, des fois au niveau individuel c'est plus complexe, et donc il y a l'importance de travailler aussi en multidisciplinaire pour avoir le regard du clinicien, le regard du neuropsychologue, de l'orthophoniste, le regard du neuroimageur, enfin de la personne qui fait l'IRM, de regard vraiment de l'IRM de fonctionnel, de cette IRM, de cette scintigraphie, de ce PET scan, et des biologistes pour vraiment avoir quelque chose de consensuel et pour pouvoir répondre à la question du patient, puisque bien sûr, quand le patient s'est engagé dans cette démarche de faire tous ces biomarqueurs, il attend des réponses. Et donc, on doit être en mesure de lui donner nos réponses. Mais je pense qu'il faut aussi pouvoir lui donner nos non-réponses, nos non-savoirs, c'est-à-dire rester humble par rapport à ce qu'on comprend, à ce qu'on sait à l'heure actuelle de ces marqueurs, ne pas leur donner non plus de faux espoirs. Parfois, c'est vrai que dans certains médias, on va dire c'est la molécule miracle ou le nouveau test sanguin dans l'Alzheimer, etc. Donc, il faut aussi pouvoir leur donner une certaine réalité de ce qui se passe, avec les limites des nouvelles techniques, avec les limites de l'interprétation, avec aussi bien sûr les avantages que ça peut avoir quand tout est positif et tout va dans le même sens.
on a une valeur ajoutée de ces marqueurs. Quand c'est conflictuel, pour l'instant, ça reste des profils un peu intermédiaires qu'on doit continuer de suivre, éventuellement reproduire ces biomarqueurs pour voir leur validité. Et donc, il faut pouvoir aussi expliquer aux patients qu'il y aura dans un certain nombre de cas, peut-être qu'on ne pourra pas répondre pleinement non plus à leur questionnement. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de recherches là-dessus et puis on va être énormément aidé grâce aux nouvelles technologies. À l'heure actuelle, on dose l'amyloïde, on dose la protéine tau et la protéine phosphorylée, la phospho-tau, dans le liquide céphalorachidien grâce à des techniques type ELISA. Et maintenant, on est en capacité avec de nouveaux matériaux, de nouvelles machines, de détecter encore plus de protéines et de détecter aussi des protéines en plus petite quantité, donc de vraiment faire un bond dans les seuils de détection de ces protéines. Et donc au laboratoire, nous travaillons sur les nouvelles techniques de protéomique qui nous permettent justement d'accéder à un nouveau champ de protéines, et même au sein par exemple de l'amyloïde, finalement il n'y a pas que l'isoforme d'Abeta 42 qui est celui qui est le plus en étiqueté pathologique. On est en capacité finalement de détecter aussi les formes plus courtes, donc les formes 1,13, 1,14, 1,15, enfin toute la panoplie, je voudrais dire, de l'amyloïde. Et même au sein de la protéine tau, on se rend compte qu'il n'y a pas le dosage total de la protéine tau. Il y a aussi les isoprotéoformes de tau qui sont très complexes et qui ont des profils aussi différents. Et donc, finalement, je pense que notre quête de l'infiniment petit se poursuit et qu'on avait 3 protéines et puis on va arriver à des centaines de protéines qu'il faudra analyser, qu'il faudra aussi intégrer dans une complexité biologique, dans une complexité organique et puis dans une complexité finalement individuelle et humaine. Donc il y a encore beaucoup de travail, même si l'avancée a été considérable. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là et de dire vous avez un marqueur qui est positif, vous avez la maladie d'Alzheimer. Il faut être très très prudent, il faut vraiment que ce soit confié à des experts pour qu'il n'y ait pas d'annonce diagnostique qui se fasse qui soit faussement annoncé, en tout cas dit, et à l'inverse, pas non plus, alors que les marqueurs sont un peu intermédiaires ou conflictuels, qu'on laisse les patients non plus dans une certaine attente, ou qu'on leur dise, les rassurer, on leur dise, non, vous n'avez pas le profil typique, alors c'est pas une maladie d'Alzheimer, mais finalement, pour l'instant, on n'est pas en capacité de vraiment répondre à toutes les questions des cas dits atypiques, qui ne rentrent pas dans une certaine normalité, on va dire, du profil. Toutes ces technologies c'est fascinant parce que en fait on se dit on va avoir accès à tout ça, on va avoir accès finalement à ce qui se passe au fin fond de la cellule, au fin fond bien sûr avec les grandes avancées de la génétique, au GWAS et autres, à ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire, au niveau génétique, au niveau épigénétique, et ça c'est conceptuellement c'est des bons extraordinaires pour comprendre l'individu, pour comprendre les mécanismes qui font qu'on fonctionne comme ça, qui font que l'organe fonctionne, etc. Mais à l'inverse, en fait, est-ce qu'on sera en capacité, même si notre cerveau certainement nous ouvrira d'autres possibilités, d'autres capacités, et puis on va dire l'informatique, enfin les statistiques, les modélisations mathématiques et physiques nous permettront aussi d'avoir une aide pour intégrer tous ces différents petits systèmes qui font un système absolument extraordinaire. Mais à la fois, finalement, d'accéder à tout ça, ça nous renvoie à notre propre ignorance, enfin, et à notre difficulté à voir le tableau dans son entier.
C'est-à-dire parfois, moi, je me fais souvent la réflexion où c'est un peu impressionniste. C'est-à-dire qu'on a des petites touches, alors on sait un peu la génétique, on sait que la nutrition, ça joue, on sait que l'hypertension, que bah, si vous êtes dans un milieu favorable, vous développez vos capacités. Et puis à la fois, on sait que si telle protéine, elle est pathologique, bon, bah, ça va induire tel et tel mécanisme, mais à la fois, comment on arrive à intégrer tous ces éléments et comment on arrive à prendre suffisamment de hauteur pour vraiment avoir le tableau dans son entier et se dire, bah oui, ça c'est vraiment majeur parce que ce point-là, cette tache bleue, bah, c'est ça qui fait, par exemple, tout le regard de la personne sur le tableau ou du personnage sur le tableau. Et à la fois, peut-être que la tache verte dessous est moins importante, mais à la fois, est-ce que le puzzle qu'on voit d'un point de vue biologique nous permet de dire bah, cette pièce-là est moins importante et cette pièce est vraiment essentielle, et comment on peut mettre un poids, enfin une valeur à tel marqueur, à tel, pourquoi plus la génétique que l'épigénétique, pourquoi plus les facteurs vasculaires que l'élément nutritionnel ou l'environnement ou la pollution ou le stress ou la fatigue. Ou voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu qu'en regardant l'infiniment petit, on a l'impression d'être encore moins performant qu'en ayant voilà, une vision, on va dire, organe ou une vision humaine, science cognitive, on va dire. Donc c'est vrai que ça ouvre encore plus de champs et ça nous pose encore plus de questionnements, et ce qui en fait vraiment aussi un travail passionnant d'être mis en relation, de collaborer avec des gens qui font autant d'aspects très expérimentaux, de la recherche clinique, des cliniciens, des psychologues, des sociologues, des philosophes. Enfin, c'est vraiment un travail passionnant et tout le monde doit apporter sa pierre pour qu'on aider à comprendre l'humain. Enfin, c'est vrai qu'on s'attaque quand même à quelque chose qui peut-être qu'on ne comprendra jamais d'ailleurs. Donc on s'attaque vraiment à une pièce maîtresse. Donc c'est vrai que c'est à la fois passionnant, mais c'est à la fois, il faut rester humble par rapport à ce qu'on croit être des révolutions ou ce qu'on croit être des découvertes qui finalement, après, bah, nous donnent cette impression qu'il y a encore tellement à découvrir que du coup, on est seulement encore au pied de la montagne et il faut encore regravir un peu plus. Mais c'est à la fois passionnant, mais du coup, il faut aussi connaître les limites de chaque technique et aussi de ce qu'on va surtout dire aux patients et comment on interprète toutes ces recherches devant le patient, puisque bien sûr, il n'a parfois pas les connaissances, même s'ils sont de plus en plus au fait de ce qui se passe, informés et qu'ils ont de plus en plus d'acquis sur la biologie, sur la génétique, sur la neuropsychologie, la cognition. C'est comment on arrive à transposer ça, expliquer aux patients, savoir l'expliquer simplement, mais ne pas en faire quelque chose de trop simpliste, ce qui fait que ça enlève complètement la complexité, ce qui est tout l'enjeu de ces maladies, et à la fois qu'ils soient en phase de compréhension, qu'ils puissent interagir et qu'on puisse partager en fait l'annonce diagnostique, qu'on puisse partager la prise en charge, mais tout en finalement ne lui donnant pas un peu voilà, toute notre incertitude, voilà, en disant bah voilà, on sait des choses, on n'en sait pas d'autres, bah, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez faire la ponction lombaire, est-ce que vous voulez faire l'IRM, est-ce que vous voulez avoir un diagnostic, est-ce que vous voulez avoir telle et telle prise en charge. Je pense que c'est important qu'ils participent, mais à la fois il ne faut pas non plus se dégager nous de nos responsabilités et surtout de nos incertitudes et de nos avancées, mais aussi de nos limites, pour dire bon bah voilà, c'est à vous de décider parce que vous êtes de plus en plus informés, vous avez lu voilà, les nouvelles avancées dans la presse, alors qu'est-ce que vous en pensez? Si vous êtes d'accord, on le fait. Donc il faut à la fois rester à notre place aussi, même si elle ne doit plus être condescendante et dire bah moi j'ai le savoir, vous savez rien, donc c'est moi qui impose. En aucun cas ça doit être ça à l'heure actuelle, mais à la fois il faut pas non plus se retrancher derrière bah je vous donne toutes les informations et puis vous faites le tri.
Et c'est souvent en fait ce que les patients nous renvoient quand ils vont sur Internet ou quand ils vont dans les médias. Il y a tellement d'informations qui sont un peu, voilà, un peu perdues et ils n'arrivent pas à faire le tri entre ce qui est pertinent et ce qui l'est moins pour leur cas personnel. Et donc on doit aussi être ce maillon-là de pouvoir interagir avec eux et leur donner les choses qu'on maîtrise et pouvoir discuter justement et dialoguer avec eux sur toute cette complexité et puis de savoir aussi parfois les rassurer parce qu'il y a, il y a toute on va dire un panel, c'est-à-dire que c'est tout un éventail. Quand ils vont sur les médias ou sur Internet, bah, vous avez forcément les cas les plus graves, les cas les plus rapides, les cas les plus, on va dire, dramatiques pour la famille et autres. Et souvent, vous n'avez pas sur les blogs de cas, bah, tout va bien, la vie est pas si dramatique que ça, j'ai été bien pris en charge, je me sens soutenue, je me sens aidée. Donc c'est vrai que le patient, quand il n'a pas l'information et le contact médical qu'il doit avoir et qu'il n'a qu'un contact extérieur, bah, parfois il est un peu perdu dans toutes ces données, quoi. Vous parlez vraiment de la complexité comme de quelque chose de constitutif, quoi. Oui. Et l'histoire du tableau, c'est ça. C'est-à-dire que, et on le vérifie, il suffit d'en parler avec des peintres. On enlève la touche grise, qui a l'air de rien, il n'y a plus de tableau. Complètement. Alors, et le génome, c'est ça aussi. On va jouer sur tel truc et on déclenche autre chose. Bon. Alors moi, ça me fait penser, je ne sais pas si c'est ça, mais en même temps, moi je me rappelle, donc c'est les années 90, peut-être 80, ouais, fin des années 90, je me souviens de Michel Kazatchkine, qui dit moi je serai mort depuis très longtemps quand on pourra soigner le sida, parce que les avancées de la recherche sont tellement importantes, vont tellement vite, mais en même temps, à cause de ça, c'est exponentiel, disons. Ça ouvre tellement de champs, on peut pas suivre, on n'y arrive pas. Donc on va y arriver, mais il faudra un temps, bon. Or, non, on s'est trompé. Enfin, je veux dire, c'est trompé, tant mieux, c'est pas la question, mais c'est allé très vite. Donc, c'est intéressant parce que c'est très paradoxal. Il y a quelque chose de très paradoxal. Vous avez un peu l'impression qu'on est dans ce truc-là, dans quelque chose de vertigineux et extrêmement stimulant, en même temps peut-être parfois totalement déprimant, parce qu'on se dit mais comment faire, quoi. C'est énorme, comment ça marche? Alors c'est vrai qu'il y a cette masse d'informations au quotidien, c'est pas forcément simple à gérer parce que des fois après il faut aussi avoir l'expertise pour bien analyser les informations et les données de recherche et les données purement scientifiques avec en fonction de certains modèles, en fonction donc par exemple tout ce qui est modèle génétique de souris, les modèles plus de culture cellulaire, enfin il y a vraiment finalement chaque expérience a un modèle, donc on doit bien maîtriser le modèle pour pouvoir analyser correctement l'expérience. Et puis, il y a aussi cette problématique qu'il y a beaucoup de journaux qui ne publient, enfin d'ailleurs, c'est quasiment tous, qui ne publient que des données positives, que des résultats positifs. Et donc, on a tout le champ aussi qui finalement de nos non-savoirs, justement, ou de tous les résultats négatifs qui pourraient peut-être justement être une pierre dans l'édifice en disant bah non, c'est pas telle voie, c'est pas tel autre mécanisme, donc il faut qu'on se focalise beaucoup plus sur ça au lieu de dire bah on a tel mécanisme et puis peut-être qu'il y en a 20 autres, sauf qu'en fait ceux-là peut-être il y en a 19 qui ont déjà été testés mais qui ne sont pas en fait valorisés enfin au niveau de publications scientifiques et dont on n'a pas forcément accès puisqu'il n'y a pas la même valeur à une publication négative qu'à une publication positive. Donc il y a aussi tout ce champ-là. Mais à la fois, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, j'avais plus l'impression on était plus sur des éléments négatifs. C'est-à-dire, voilà,
plus dans les membres, bon, voilà, c'est vraiment très compliqué, les essais thérapeutiques sont négatifs, comment on va faire, enfin, on sentait plus le poids, en fait, de la charge, de la complexité de la maladie, et malgré l'effort voilà, national, européen, international, on ressentait moins le frémissement, en fait, de il va se passer quelque chose, et alors que là, j'ai l'impression que ça fait, voilà, il y a depuis à peu près 6 mois, une petite année, on ressent ce frémissement-là. C'est vraiment cet élément où il y a tous les chercheurs, tous les cliniciens, les associations de patients, les familles, on ressent cet effort, enfin ce soutien, et on a l'impression que ça va déboucher sur quelque chose. Alors voilà, peut-être que dans 2 ans, on aura un traitement et du coup, j'aurai eu raison. Et puis peut-être que dans 10 ans, on n'aura toujours rien et j'aurai eu tort. Mais à la fois, on ressent vraiment beaucoup plus cette impression que les différentes expérimentations vont un peu dans le même sens et qu'on va finir, quelles que soient les techniques utilisées, par trouver des avancées qui vont finalement, ou des traitements qui vont marcher sur un mécanisme qui finalement est commun aux autres et qui du coup va déclencher une cascade positive et qui va permettre de réduire finalement la pathologie. Mais si on fait la comparaison par rapport au VIH, en effet, je pense il faudra certainement qu'on soit plus collaboratif que ce qu'on est, même si il y a un effort colossal et je pense qu'on a tous compris de l'importance de travailler ensemble. Je pense que ça doit encore prendre une échelle et encore avoir un accès supplémentaire à cette collaboration européenne et internationale pour que, en fait, finalement, ce ne sera peut-être pas un traitement, mais une pléiothérapie ou finalement une trithérapie ou une quadrithérapie pour l'Alzheimer. Et peut-être que, en fait, dans cette trithérapie ou quadrithérapie, il y aura également la gestion des facteurs de risque, comme on sait bien le faire, qu'il y aura également l'aspect de marche, de nutrition, d'environnement, que ce soit quelque chose de finalement beaucoup plus global que simplement une sorte de pilule bleue magique qui va traiter tous les maux. Et ça, je pense que personne, à l'heure actuelle, ou sinon peut-être pas très honnête, va vous dire que avec un seul médicament, vous allez pouvoir traiter en effet une maladie qui touche l'identité, qui touche la mémoire, qui touche le sens en fait aussi de la vie, qui est très hétérogène dans ses façons de survenir, qui évolue depuis de nombreuses années, c'est-à-dire les lésions, on pense qu'elles sont là 20 ans avant ou 15 ans avant. Donc comment 15 ans après le début des lésions, vous pouvez finalement, avec une thérapeutique, bloquer tout le processus qui est en marche depuis de nombreuses années, qui certainement au niveau cellulaire a trouvé des mécanismes pour compenser pendant un moment, a trouvé des mécanismes aussi pour pallier à l'immunité ou pour pallier aux défenses de l'organisme ou pour finalement s'autonomiser. Donc comment on peut penser que en arrivant si loin après la bataille, on arrive avec une seule molécule qui agit sur un seul mécanisme à pouvoir tout réduire. Et puis il y a cette notion de temporalité, et ça je pense que ça fait partie des dernières avancées, où on ne doit pas, en effet, il y a le problème du tableau, et puis il y a aussi le problème du 3D. C'est-à-dire qu'on doit aussi prendre le temps dans tout ce qu'on connaît de la recherche, le temps bien sûr, on parle beaucoup du temps de l'annonce diagnostique, du temps de la maladie, du temps de la prise en charge, mais il y a aussi un temps qui en fait est un temps biologique, c'est-à-dire que finalement on travaille en rythme, c'est-à-dire que les molécules sont aussi produites et nettoyées, et il y a une clairance de certaines molécules en fonction de notre rythme biologique, en fonction de notre rythme circadien, de notre durée de sommeil, finalement les hormones, etc. Donc il y a beaucoup de choses aussi qu'on doit voir en 3D. Et donc, nous, on a fait, en collaboration avec les États-Unis, avec l'équipe de la Washington University à Saint-Louis, avec le professeur Bettman qui a lancé en fait cette nouvelle façon de concevoir un peu la maladie d'Alzheimer en faisant des cathétérismes en fait de liquide céphalorachidien. Donc, pas avec un seul point, c'est-à-dire,
on vous fait un diagnostic à l'instant T, le mardi à 11 h, vous avez votre ponction lombaire et on dose 3 peptides et on sait un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et en fait, c'est pas ça, puisque l'amyloïde varie dans le temps. Et donc, il y a une augmentation en fin de soirée, vers 20 h, 21 h, et puis il y a une diminution en fait, le matin vers 8-9 h. Et en fait, il y a aussi cette rythmicité qui est modifiée. Ce n'est pas seulement la concentration de la protéine, mais c'est en fait l'amplitude et la latence donc du rythme, et ça se modifie aussi en fonction du sommeil, ça se modifie en fonction de la luminosité, ça se modifie en fonction d'autres facteurs qu'on est en train de déterminer. Et à l'intérieur, il y a de nouveau l'accès aux autres protéines qui sont les protéines du sommeil. Et les corrélations qu'on peut retrouver, par exemple, entre l'orexine, qui est une des protéines du sommeil, mais qu'on retrouve aussi sur l'aspect alimentaire, et les protéines amyloïdes, par exemple. Et donc, finalement, il y a... peut-être que l'enjeu futur, c'est un enjeu du 3D, c'est un enjeu d'intégrer aussi le temps dans nos modèles, et donc de concevoir aussi que ce qu'on voit sur on va dire sur un dosage, finalement n'est le reflet qu'un instant T du patient. Et donc prendre le patient cliniquement dans sa temporalité, on en avait un peu plus l'habitude, mais prendre le patient biologiquement dans une temporalité, ou génétiquement peut-être dans une temporalité, ou épigénétiquement dans une temporalité, ça c'est encore plus complexe. Et donc ça ouvre encore d'autres champs, mais à la fois je pense que c'est plus sur ce focus-là qu'on doit aller, d'intégrer en fait vraiment plus de choses, dont le temps qui est aussi le temps de la personne, le temps de la vie de la personne, et des différents facteurs qui ont pu jouer sur cette modulation du temps, de l'intégrer en fait sur des modèles, et ça c'est pas si complexe que ça. C'est juste une vision qui est différente, d'intégrer en fait tous ces aspects. J'arrive à concevoir qu'on trouve, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, hein, pas une solution individuelle, plutôt un compromis qui ferait que bon, ça marche. Mais alors le problème c'est que ça marche jusqu'où, et on répond à quoi? C'est-à-dire que mais c'est pas fataliste, hein, ce que je dis là, c'est juste, enfin, imaginons qu'on comprenne tout. Mais est-ce que même on peut le concevoir, ça? Vous voyez, est-ce que... qui est plus... quand même, on est mystérieux, je veux dire. Oui, bien sûr. Et la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie singulière, quand même. Donc, du coup, c'est difficile, je pense, sur une maladie qui est si complexe, qui touche l'identité, touche la cognition, touche le comportement, touche la mémoire de l'individu, touche la reconnaissance en fait de ses proches, ou les émotions qui sont véhiculées par le patient pour ses proches, qui finalement en effet touche finalement l'aspect mystérieux de l'individu, c'est-à-dire ce qui en fait son caractère, ce qui en fait sa singularité, ce qui en fait son attractivité, ce qui fait que c'est quelqu'un qui finalement est dynamique et motivé et toujours positif, et puis quelqu'un qui est plus rêveur, distractible, et peut-être plus pessimiste, ou en tout cas voilà, qui voit les choses différemment. C'est sûr que de se dire on va trouver un traitement qui va arriver à canaliser ou à peut-être normaliser ou à uniformiser le fait que s'il y a un dysfonctionnement sur le comportement, sur la mémoire, on arrive avec une molécule ou une électrode de stimulation ou une greffe de cellules à faire que finalement ce processus ne soit pas en cause, enfin qu'il n'y ait plus de troubles, et que le patient retrouve en fait ça, c'est avoir accès finalement au fondement un peu de l'individu, c'est-à-dire avoir accès à ce qui fait qu'on est entre guillemets intelligent et soi-disant supérieur aux animaux, c'est-à-dire une certaine forme d'intelligence, une certaine forme d'adaptabilité sociétale, de convenance sociale, de possibilité aussi de créer, de découvrir des concepts, etc. Mais pour l'instant, on en est loin. Mais à la fois, je pense que on essaiera juste de restaurer, en fait, pour l'individu, un processus qui est défaillant. Mais
en tout cas, les modèles actuels sont plus sur des modèles de restauration, enfin d'essayer de comprendre le mécanisme, mais en fait, on a beaucoup de modèles pathologiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup moins de données sur, on va dire, même si ça se développe énormément, sur la cognition saine de l'individu et sur en fait, ce qu'on pourrait en modéliser pour pouvoir après trouver des processus en disant bah, c'est ça qui est pathologique ou ça c'est normal. Et donc, on doit retrouver cette normalité chez le patient et on le compare à quelqu'un de pathologique et autre. On a beaucoup plus de modèles de pathologie. Donc là, en effet, ce sujet, il est atteint du mal d'Alzheimer, donc il a ce dysfonctionnement. Et donc, ce dysfonctionnement, on va essayer de le réparer. Donc, pour l'instant, dans la mesure où on est dans cette démarche plutôt de réparation de systèmes existants ou qui existaient, on ne sera pas dans une espèce de restauration globale ou de compréhension vraiment du cerveau. Voilà. Sur cet aspect, je reste assez optimiste. Enfin, je pense qu'on conservera ce mystère parce que c'est tellement merveilleux et c'est tellement fascinant que je pense que quand on va finalement arriver à l'étape d'après, il y aura encore quelque chose de plus grandiose qui nous attend et donc on poursuivra le chemin. Et de penser que la science arrive à comprendre toute l'humanité, je pense que ce serait très ce serait inadapté. Je pense qu'on doit juste rester humble par rapport à ce qu'on fait. Donc si on compense, on ne fera que compenser un petit processus. Mais de là à dire que l'ensemble des recherches vont amener à comprendre l'humain, à comprendre la diversité humaine, à comprendre l'ensemble des différents comportements et à dire que si par exemple quelqu'un est psychopathe, c'est telle zone précise du cerveau qui fait ça, ou quelqu'un est déprimé, c'est telle zone précise du cerveau, je pense que c'est simpliste. Et que c'est pas sur ça qu'il faut aller. Mais à la fois, il nous faut une certaine simplification des modèles pour avancer. Donc on est dans cette dualité il faut intégrer la complexité, vraiment le modèle dans son ensemble, sans non plus croire qu'on va tout comprendre avec juste des modélisations. Mais à la fois, il ne faut pas non plus avoir trop de simplification parce que ça en devient faux. Donc il faut continuer d'avancer en intégrant le plus de choses possibles. On a ce devoir quand on fait de la clinique, moi je pense qu'il faut avoir un devoir de faire de la recherche. Parce que souvent, moi les patients ils disent « Ah bah oui, vous êtes toujours plein d'espoir, c'est toujours très positif, etc. » Mais ça m'est donné par le fait que je travaille aussi avec des gens qui croient en ce qu'ils font et qui du coup font avancer aussi les choses. Et donc ça donne ce regard un peu plein d'espoir pour le patient. Et je pense que ça doit être difficile pour des cliniciens qui n'ont pas cet apport supplémentaire de la recherche ou cet appui de la recherche, ce soutien, de se dire devant le patient, si on ne peut pas se tenir au courant non plus quotidiennement de tout ce qui est fait, de toutes ces démarches, de conserver en fait l'espoir et de pas de temps en temps être un peu entre guillemets déprimé et de dire non, pour l'instant on n'a toujours pas de traitement, oui ça avance, mais bon, quand vous êtes un peu éloigné, vous voyez pas que ça avance vraiment. Et donc la notion de l'avancement, il est relatif, quoi. Vous dites, oui, en effet, on voit ça dans la presse, mais après, ça mettra... Les gens disent, dans 5 ans, mais peut-être que ce sera dans 10 ans, peut-être que ce sera dans 15 ans, puis peut-être que ce sera dans 2 ans. Donc, du coup, ça doit être difficile pour un clinicien pur de pouvoir toujours avoir cet espoir à transférer au patient, quoi, à exprimer au patient s'il n'est pas dans un aspect pluridisciplinaire, multidisciplinaire, où vraiment... les gens essayent de travailler et ont la même dynamique de faire avancer les choses, quelle que soit leur profession et vraiment leur vécu. Donc, il y a cet élément-là. C'est vrai que pour les patients, je pense que c'est vraiment une chance aussi de participer à la recherche. Moi, j'ai plein de patients qui me disent « Mais oui, au contraire, et il y en a certains qui me disent « Je vais servir à quelque chose. » Servir pour leur famille, servir, entre guillemets, servir, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est le mot qu'ils utilisent pour vraiment aider la recherche au sens large. Et ils savent très bien que ce sera peut-être pas la recherche pour leur propre maladie.
Et donc, je pense qu'il faut véhiculer ça aussi, véhiculer le fait qu'il y a un besoin de participants pour la recherche. Les gens, à la fois, sont prêts à participer. Et puis, des fois, on a l'impression qu'il y a une inadéquation entre ce que veulent les patients et ce qu'ils seraient prêts à faire, et puis ce qu'on peut vraiment leur proposer en termes de recherche. Il n'y en a que certains qui finalement accèdent à cette recherche, alors que ça devrait être beaucoup plus important. On devrait ne pas avoir de problème de recrutement avec le nombre de personnes atteintes par la maladie. Voilà, si on commence une étude en quelques mois, ça devrait être rempli, entre guillemets, enfin, parce qu'il y a tellement de personnes qui souffrent de cette pathologie et qui sont prêtes à aider. Et à la fois, il y a tellement de chercheurs qui montent des protocoles et qui ont besoin, en fait, de cette relation avec le patient pour pouvoir mieux comprendre. Et du coup, moi, souvent, ça me fait, par rapport aux critères diagnostiques, on dit que c'est, avec les biomarqueurs, on dit que c'est des critères uniquement pour la recherche, pour certains cas atypiques, les sujets jeunes, les formes complexes, etc. Forcément, parce que pour l'instant, on n'a pas encore toutes les clés. Donc, comme on ne peut pas répondre pleinement à tous les profils de biomarqueurs, du coup, on se limite à certains cas dont on a quand même une validité diagnostique. Mais à la fois, peut-être que ces patients-là qui sont dans les essais thérapeutiques ou qui sont dans les protocoles de recherche sont des patients qui sont, entre guillemets, homogénéisés, puisqu'il y a des critères précis d'inclusion, il y a des critères précis d'exclusion, et à la fois, peut-être que ça ne correspond pas, en fait, à la vraie maladie ou aux vraies maladies d'Alzheimer. Et du coup, après, comment transférer ce qui va être mis en valeur dans ou mis en évidence dans ces recherches à l'ensemble de la population. C'est un peu aussi toute la question de ce qu'on trouve sur les souris génétiquement modifiées. Finalement, c'est un modèle et il faut ce modèle, il reste essentiel, mais à la fois, c'est pas forcément simple de transférer ce qu'on va trouver sur de la population. Peut-être les mécanismes sont un petit peu différents. Et du coup, quand on me dit, oui, mais toi, tu fais des marqueurs, tout ça, mais toi, c'est ton truc, entre guillemets, enfin, voilà, t'y crois et autres, mais ça doit rester pour la recherche. Mais en fait, comment on peut être en mesure, nous, de dire, ce patient-là, il est pour la recherche, et ce patient-là, il n'est pas pour la recherche. Qu'est-ce qui nous permet de trancher? C'est le protocole, les critères du protocole, mais à la fois, pourquoi il y a ce besoin de scinder, en fait, les gens qu'on voit, et de pas dire, voilà, dans la mesure où vous venez sur une consultation, entre guillemets, vous participez à la recherche. C'est-à-dire, on vous fait faire quelques questionnaires, éventuellement une prise de sang, des examens, des petites choses, pas forcément toute la panoplie, mais à l'inverse, vous avez une partie, vous avez un rôle à jouer dans cette recherche. Et pourquoi dissocier en fait de ce qu'on appelle des biomarqueurs pour la recherche, des biomarqueurs pour la clinique, en pratique clinique de routine, et puis les chercheurs qui font que des protocoles, et puis finalement les cliniciens qui voient des patients au quotidien. Ça devrait être la même chose, puisque en fait la richesse de la population et la richesse des cliniciens, des chercheurs et autres, elle devrait se cumuler, et elle ne devrait pas au contraire être clivés, ou il y en a qui font de la transversalité, mais ils restent peu nombreux, et donc je pense que c'est un peu dommage de perdre ce nombre de personnes qui aimeraient participer, et à la fois de voir que parfois il y a des difficultés pour recruter. Donc des fois il y a les chercheurs se sentent un petit peu déprimés pour le recrutement, et à l'inverse il y a plein de personnes qui disent, mais moi je suis d'accord pour la recherche, au contraire, allez-y, quoi. Donc il ne devrait pas avoir cette différence de recherche, entre guillemets. C'est dans la mesure où il y a une relation médecin-patient, vous devriez de toute façon avoir cette fibre de recherche, dans le sens pour l'aider à mieux comprendre sa pathologie, pour l'aider à mieux, pour le futur de recherche, mais aussi plus vous comprenez, vous, sa maladie, plus vous pouvez lui expliquer
qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, pourquoi il a ces troubles du comportement, expliquer aux aidants que finalement, non, c'est pas spécifique, que le trouble du comportement, c'est pas, il lui en veut pas à elle, à son épouse en particulier, ou que il ne perd pas ses clés parce qu'il le fait exprès. Non, c'est qu'il y a des relations émotionnelles qu'il y a entre eux qui sont privilégiées et que les difficultés, ils se relâchent un peu plus en termes de difficultés parce que il est soutenu. Et donc ça survient parce que c'est plus la personne qui est aimante, qui est aidante, et donc c'est plus elle qui a le fardeau qu'un aidant professionnel. Et donc pour pouvoir comprendre tous ces éléments, il faut avoir intégré beaucoup de choses et mieux comprendre le cerveau, comment il fonctionne. Mais à la fois, les patients sont prêts à tout ça. Les patients et les aidants sont prêts à donner, à expliquer comment ça se passe au quotidien pour mieux qu'on puisse comprendre, nous, et essayer de l'intégrer. Donc, c'est un peu une réflexion, pourquoi il n'y a pas plus de transversalité par rapport à cette... il ne devrait pas avoir de différence de clinique et de recherche, ça devrait être le même... il faut inventer un nouveau mot, une nouvelle sémantique pour ça. Mais...